Maria Antonia Josepha Johanna von Habsbourg-Lothringen, de son nom d'origine, avant sa francisation plus connue sous le nom de Marie-Antoinette Joseph-Jeanne de Habsbourg-Lorraine. Elle est née, le 2 novembre 1755, à Vienne au palais de la Hofburg. Ancien palais impérial situé à Vienne en Autriche. Elle fut baptisée par l'archevêque de Vienne, le cardinal Migazzi dans l'église des Augustins. D'ailleurs, on apprendra quelques jours plus tard qu'un tremblement de terre a ravagé Lisbonne la veille de la naissance de l'archiduchesse. Des personnes voient ça comme un mauvais présage surtout après 1793. Elle est la 15e et avant-dernière enfant de l'empereur François-Étienne de Lorraine, empereur du Saint-Empire. Et de l'archiduchesse d'Autriche, reine de Hongrie et de Bohême Marie-Thérèse dite la Grande. Marie-Antoinette est belle, gracieuse, charmante. C'est une enfant joyeuse, espiègle, vif et malicieux, sans méchanceté, doué dans les arts mais peu porté sur les études. Elle n'a que 10 ans lorsque son père l'empereur François Ier meurt en 1765. Le deuil est extrêmement douloureux pour Marie-Antoinette. Elle grandit au milieu d'une grande famille. Ses parrains et marraines sont le roi Joseph Ier de Portugal, le réformateur, et son épouse la reine Marie-Anne Victoire d'Espagne. De la maison de Bourbon. Elle est aussitôt confiée aux Ayas, les gouvernantes de la famille royale comme Madame de Brandès, Judith von Brandy. Texte d'Antonia Fraser au sujet de Madame de Brandy. La comtesse Brandy était une femme d'une très grande bonté et d'une intelligence médiocre qui comblait la petite Antoine, Marie-Antoinette, de marques d'affection. Marque que celle-ci ne recevait peut-être pas de sa mère. Elle la câlinait, la gâtait et Antoine l'adorait en retour. Elle partage son enfance entre le palais de la Hofburg et le château de Schönbrunn. Son enfance est ponctuée de nombreuses rencontres, comme celle avec le tout jeune enfant prodige Wolfgang Amadeus Mozart. Dans le salon des glaces du palais de Schönbrunn, le 13 octobre 1762. Il est invité à jouer devant l'impératrice d'Autriche Marie-Thérèse au château de Schönbrunn, à Vienne. Le petit prodige, fort turbulent, glisse et s'étale de tout son long, aux pieds de la très jolie archiduchesse Maria Antonia. Elle lui tend gracieusement la main pour le relever. Le petit Casanova est ébloui par sa beauté. Plus tard, je vous épouserai, s'exclame-t-il. L'amour au premier regard. Mais tous deux n'ont que 6 ans. La princesse et le compositeur se reverront à plusieurs reprises mais oublieront ce serment précoce. Devenue reine de France, Marie-Antoinette garde pourtant de cette rencontre une vraie passion pour la musique. Elle excelle au clavecin, à la flûte et à la harpe. Elle reçoit une éducation dont le début des études est fixé à 7 ans, où le maintien, la danse, la musique et le paraître occupent l'essentiel de son temps, ne bénéficiant, de ce fait, d'aucune éducation politique. Les jeunes princes et princesses sont vite formés à la vie de cour. Elle est tenue d'assister très tôt aux festivités organisées à l'occasion d'anniversaires ou la fête des saints patrons, mais également présent aux récitals donnés dans les palais impériaux. Les archiducs et archiduchesses doivent également se produire sur scène devant leurs parents, comme avec le tableau « Le triomphe de l'amour », interprété par Maximilien, Ferdinand et Marie-Antoinette à l'occasion des secondes noces de Joseph en janvier 1764. Madame de Brandès, rendue responsable par l'impératrice du retard de la jeune princesse pour cause de son excessive complaisance envers son élève, est congédiée et remplacée par Madame de Lerchenfeld, Marie Walpurgis, Gräfin Lerchenfeld. Également connue sous le nom de comtesse Lerchenfeld ou Madame de Lerchenfeld, a servi l'impératrice Maria Theresia à Vienne en tant que gouvernante de plusieurs de ses enfants. Marie-Antoinette, future reine de France, faisait partie de ses charges plus sévère et qui restera à son poste jusqu'à son décès en 1770. Maria Antonia est à cette époque une enfant espiègle, étourdie et volontiers moqueuse. À cette époque, la cour d'Autriche possède une étiquette beaucoup moins stricte que celle de Versailles, les danses y sont moins complexes, le luxe y est moindre et la foule moins nombreuse.
La jeune Maria Antonia Josepha est très proche de sa sœur, Marie-Caroline qui a 3 ans de plus qu'elle, et qui deviendra reine de Naples et de Sicile en épousant en 1768 Ferdinand, roi de Naples et de Sicile. L'archiduchesse grandit au sein d'une famille unie qui, tout en conservant les formes extérieures que leur impose leur rang, sait se ménager des instants d'intimité familiale. Voici un exemple d'une journée que pouvait passer Marie-Antoinette à la cour de Vienne durant sa jeunesse. Un emploi du temps de Marie-Antoinette, d'après une instruction de la main de Marie-Thérèse, 8 heures, réveil, prière, élévation à Dieu, ensuite elle sort de son lit. Prière du matin, toilette et déjeuner jusqu'à 9h. 9h, 9h30 la Kammerfrau, femme de chambre, lui fait répéter et apprendre par cœur le catéchisme allemand, et lui fait faire la lecture d'un chapitre dans Royaumont. 9h30 10h, permission de jouer. Une demi-heure maître d'écriture et nouvelle récréation jusqu'à 11h et de 11h à 11h30 confesseur. Liberté jusqu'à 12h. 1 heure pour dîner. Nouvelle récréation jusqu'à 14h. Ensuite jusqu'à 16h, une demi-heure, ou 3/4 d'heure, on emploie le temps à lui enseigner le français, selon qu'elle est disposée. Goûter et récréation vers 16h, puis de 16h à 17h amusement avec des jeux de cartes, des livres et des images propres à lui apprendre les termes français. À 17h elle danse autant que cela peut l'amuser. Elle récite quelques paters pour l'habituer à se rappeler la présence de Dieu. Prière fondamentale des chrétiens des différentes églises, enseignée par le Christ lui-même, et qui commence par les mots Notre Père, en latin Pater Noster. Récréation jusqu'à 19h30 qui est l'heure du souper. 20h30 toilette du soir et coucher. Lorsque le temps le permet, on arrange les heures de façon à ce qu'elle puisse sortir en carrosse l'hiver, et se promener au jardin l'été. Suivant son application et sa concentration, on lui donne les maîtres, de musique, de dessin, de langue qu'elle peut désirer, en prenant toujours le temps des jeux. Visite chaque matin du médecin de la cour, le docteur Gérard Van Swieten et fait un rapport à l'impératrice, qui ne voit que tous les 8 ou 10 jours, l'ensemble de la tribu. Il n'est permis à personne de corriger de la main ou du fouet, les jeunes princesses, excepté à la Kammerfrau, et à la sous-gouvernante. L'éducation de la future dauphine a été très négligée parce que, l'impératrice ne s'est assurée de rien par elle-même, l'archiduchesse a demandé le renvoi de sa grande maîtresse, en avouant à sa mère que toutes les pages d'écriture et toutes ses lettres, étaient habituellement tracées au crayon, il en est de même de ses prétendus dessins. Elle sait merveilleusement bien l'italien, et traduit les poètes les plus difficiles. Elle écrit le français, sans correction, mais le parle aussi. Elle ne sait pas l'allemand, mais elle connaît le viennois. La musique lui plaît beaucoup, elle joue du clavecin et connaît un peu la harpe, elle déchiffre à livre ouvert. Sa mère Marie-Thérèse, comme tous les souverains de l'époque, met le mariage de ses enfants au service de sa politique diplomatique, qui vise à réconcilier, après des siècles de guerre, les maisons d'Autriche et du Royaume de France, dans le contexte du renversement des alliances de 1756. Le renversement des alliances c'est un terme désignant la modification des alliances diplomatiques de longue date qui ont été créées lors de la guerre de succession d'Autriche. Et de la fin de la guerre de 7 ans, et ainsi faire face aux ambitions conjointes de la Prusse et de la Grande-Bretagne. La guerre de 7 ans, un conflit majeur de l'histoire européenne, entre 1756 à 1763, c'est le premier qui puisse être qualifié de « guerre mondiale ». Marie-Thérèse prend seule en main l'éducation de ses filles et s'attache particulièrement à conclure le mariage entre le dauphin Louis-Auguste futur Louis XVI et sa fille Marie-Antoinette, qui doit concrétiser la réconciliation des deux maisons les plus prestigieuses d'Europe. Louis XV ne voit pas d'inconvénient au mariage de la princesse avec son petit-fils à condition que celle-ci soit capable de parler convenablement français, et cela semble perdu d'avance. C'est pourquoi l'abbé, Mathieu-Jacques de Vermont, est envoyé à la cour de Vienne auprès de l'archiduchesse Marie-Antoinette pour lui enseigner mais aussi la perfectionner dans la langue française. Celle-ci semble bien progresser. Il gagne la confiance de son élève et il resta auprès d'elle après son arrivée en France, précepteur à Vienne puis son lecteur au château de Versailles de 1770 à 1789, il est aussi son secrétaire du cabinet. Il fut également son confident intime et il joua un grand rôle dans l'affaire du collier. Le roi Louis XV envoie également des spécialistes français reconnus afin d'améliorer entre autres sa denture, alors très mauvaise, et sa coiffure. Portrait de Marie-Antoinette, jeune dauphine de 15 ans,
par le peintre François-Hubert Drouet. C'est ainsi que la jeune Marie-Antoinette, fraîchement débarquée en France à l'âge de 15 ans, est décrite par le mémorialiste, Louis Petit de Bachaumont. Nous sommes en 1770, l'année de son mariage avec Louis-Auguste duc de Berry, Louis XVI, dauphin de France, et d'1 an son aîné. Cette princesse est d'une taille proportionnée à son âge, maigre, sans être décharnée, et telle que l'est une jeune personne qui n'est pas encore formée. Elle est très bien faite, bien proportionnée dans tous ses membres. Ses cheveux sont d'un beau blond, on juge qu'ils seront un jour d'un châtain cendré. Ils sont bien plantés, elle a le front beau, la forme du visage d'un ovale beau, mais un peu allongé, les sourcils aussi bien fournis qu'une blonde peut les avoir. Ses yeux sont bleus, sans être fades, et jouent avec une vivacité pleine d'esprit. Son nez est aquilin, un peu affilé par le bout, sa bouche est petite, ses lèvres sont épaisses, surtout l'inférieure, qu'on sait être la lèvre autrichienne. La blancheur de son teint est éblouissante, et elle a des couleurs naturelles qui peuvent la dispenser de mettre du rouge. Son port est celui d'une archiduchesse tempérée par sa douceur, et il est difficile, en voyant cette princesse, de se refuser un respect mêlé de tendresse. Marie-Antoinette, âgée de 14 ans et 3 mois est indisposée, donc prête à être donnée en mariage et à donner un dauphin à la couronne de France. Les négociations en vue du mariage sont menées à un rythme plus soutenu. Marie-Antoinette renonce officiellement à ses droits sur les couronnes dépendant de la maison d'Autriche. Le 19 avril 1770, on célèbre son mariage par procuration avec son frère l'archiduc Ferdinand dans le rôle du dauphin de France, à 5 heures du soir, dans l'église des Augustins. Seul le mariage de Louis XIV avec l'infante, fille aînée et potentielle héritière du roi d'Espagne, avait eu un semblable retentissement. Au petit matin, la Benjamine de la famille impériale, âgée de 14 ans et 5 mois, quitte définitivement Vienne et l'Autriche. Sa mère lui fait alors un grand nombre de recommandations. De douloureux pressentiments entourent alors son départ de Vienne. Weber dira, dans ses mémoires, « On a peine à se défaire de la superstition des pressentiments quand on a vu les adieux de Marie-Antoinette à sa famille, à ses serviteurs et à son pays, en 1770. Hommes et femmes se livrèrent aux mêmes expressions de la douleur. Les avenues, comme les rues de Vienne en retentirent. On ne rentrait chez soi qu'après avoir perdu de vue le dernier courrier qui la suivait, et l'on n'y rentrait que pour gémir en famille d'une perte commune. » L'impératrice, sa mère semble aussi touchée par le phénomène. Une anecdote raconte que l'abbé Joseph Gassner, ecclésiastique venu chercher l'asile à Vienne, se croyant inspiré par Dieu, à une question de Marie-Thérèse, lui demandant comment allait sa fille, ne répondit pas, pâlit, et finit par articuler. « Madame, il est des croix pour toutes les épaules. » Marie-Thérèse demanda aux princesses Charlotte de Hesse-Darmstadt et Louise de Hesse-Darmstadt, amie de Marie-Antoinette d'accompagner cette dernière en France. En chemin pour la France, Marie-Antoinette croise le cortège de sa tante paternelle Anne-Charlotte de Lorraine, résolument opposée à l'alliance avec la France. La jeune Marie-Antoinette arrive à Kehl, une commune allemande située dans l'agglomération strasbourgeoise, et qui se situe sur la rive droite du Rhin au niveau de l'île aux Épis, où elle doit participer au rite de « remise de l'épouse », qui est une tradition de l'Ancien Régime. Elle quitte donc le Saint-Empire en y laissant tous ses biens venant de son pays d'origine, même ses vêtements, y compris les rubans pour les cheveux, elle est habillée entièrement, à la française, pour entrer dans son nouveau royaume, son nouveau pays d'adoption. Cette cérémonie se passe donc sur l'île aux Épis, qui est à la fin du XVIIIe siècle, sous l'Ancien Régime, au milieu du Rhin. Le choix de cette île entre l'Allemagne et la France représente une sorte de zone neutre. Un bâtiment en bois construit spécialement pour l'occasion, et dont les issues sont situées de telle manière que la jeune femme puisse entrer depuis le côté autrichien et sortir du côté français entre les villes de Kehl et de Strasbourg, formant ainsi une sorte de « rite de passage » de sa vie de jeune fille à sa vie de femme mariée au dauphin. À cette occasion, on lui présente sa première dame d'honneur, Madame de Noailles, Anne-Claude Louise d'Arpajon, par mariage comtesse de Noailles, qui lui présente alors la duchesse de Villars. Née Amable Gabrielle de Noailles devenue duchesse de Villars en 1721,
sa dame d'Atour. Les comtesses de Mailly, Marie-Jeanne de Talleyrand-Périgord, service de 1775 à 1781, comtesse de Tavannes, Marie-Éléonore de Lévis de Châteaumorant, service de 1770 à 1785, la duchesse de Piquigny, Marie-Paul Angélique d'Albert, service de 1770 à 1781, et la marquise de Duras, ses secondes dames d'honneur. Une fois le rituel achevé, elle sort du bâtiment par la porte côté français, sous une pluie battante. Arrivée à Strasbourg, le temps redevenu clément, elle est complimentée de toutes parts et à Monsieur d'Ottigny, prêteur royal de la ville, qui s'adresse à elle en allemand. Elle répond « Non. Ne parlez point allemand, s'il vous plaît. À dater d'aujourd'hui, je n'entends plus d'autre langue que le français. » Parvenue à l'évêché, un territoire, circonscription ecclésiastique comprenant plusieurs paroisses et placée sous l'autorité spirituelle d'un évêque. Ensemble des chrétiens dont il a la charge pastorale. Elle fait la connaissance du vieux cardinal de Rohan, Louis-René Édouard, prince de Rohan, qui l'attend et reçoit 36 jeunes femmes de la noblesse d'Alsace. Puis elle se rend le soir même à la comédie où on donne alors Dupuis et Desronay ainsi que la servante maîtresse. Le lendemain, remerciant Monsieur d'Ottigny du bel accueil qui lui avait été réservé, elle quitte Strasbourg pour 5 jours de voyage, au bout duquel elle rencontrera enfin le dauphin à qui elle est promise. À Saverne, c'est une commune française située dans la circonscription administrative du Bas-Rhin, sa première escale, elle voit pour la première fois une résidence princière française, le château des princes évêques de Strasbourg, alors récemment embelli. Elle s'arrête à Nancy, ancienne capitale du duché de Lorraine, lieu de naissance de son père et capitale ancestrale de sa famille. Elle se recueille en l'église des Cordeliers, nom complet église Saint-François des Cordeliers, devant les tombeaux de ses ancêtres paternels, les ducs de Lorraine et de Bar. Elle passe à Bar-le-Duc, commune française située dans le département de la Meuse, en région Grand Est. Elle se trouve dans la région historique et culturelle de Lorraine. Ancienne capitale du duché de Bar. Le cortège passe à Chalon-sur-Marne, siège de la généralité de Champagne, où Madame la Dauphine assiste à la représentation de la partie de chasse de Henri IV. À Soissons, commune française située dans le département de l'Aisne, en région Hauts-de-France, où elle séjourne 2 jours. Weber écrit aussi, à propos de ce voyage. Sur la route, tous les habitants des campagnes abandonnent leurs travaux pour venir la saluer. Les chemins sont jonchés de fleurs, les jeunes filles, dans leur plus belle parure, présentent leur bouquet à la dauphine, qui sourit à la naïveté des unes, daigne répondre aux compliments des autres, et les accueille toutes avec bonté. À 20 lieues de Strasbourg, les habitants des villages voisins se sont rassemblés. On entendait de toutes parts retentir les cris de « Vive la Dauphine !»« Vive le Dauphin !» Le chemin était obstrué par la foule. Les stores de sa voiture étaient levés et tous les spectateurs pouvaient contempler à loisir sa beauté, son sourire enchanteur, sa douce physionomie. De jeunes paysans se disaient l'un à l'autre « Qu'elle est jolie, notre Dauphine !» Enfin, à 2 pas de Compiègne, commune française située dans le département de l'Oise, elle est souvent surnommée « la cité impériale », du fait de son passé étroitement lié au Second Empire. La jeune dauphine rencontre le Premier ministre, le duc de Choiseul. Étienne François de Choiseul-Beaupré-Stainville, comte puis duc de Choiseul, venu au-devant d'elle. Marie-Antoinette sait que le duc de Choiseul, favorable à l'alliance autrichienne, est l'artisan de son mariage. La jeune princesse va ensuite attendre la cérémonie de son mariage près de Paris au château de la Muette. C'est un château situé rue André Pascal, dans le 16e arrondissement de Paris, dont le dauphin avait pris possession en 1764. Il abrite aujourd'hui le siège de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, à Paris. Si le peuple des campagnes se réjouit de l'arrivée de sa future souveraine, la jeune dauphine ignore tout de l'animosité qu'inspire à la cour, et à la famille royale, l'alliance de son pays d'origine et son pays d'accueil. Elle fut surnommée « l'Autrichienne » dès son arrivée à Versailles.
Marie-Antoinette épouse le dauphin, futur Louis XVI, dans la chapelle royale du château de Versailles. Pour l'occasion est inauguré l'Opéra du Palais de Versailles, une magnifique salle modulable où vont se dérouler successivement un festin, un concert et un bal pour 1500 courtisans, puis le lendemain un opéra, Persée, de Quinault et Lully. Le jour même des noces, un scandale d'étiquette a lieu, tout comme l'avaient fait leurs ancêtres en 1698 lors du mariage d'Élisabeth Charlotte d'Orléans, nièce de Louis XIV avec le duc Léopold Ier de Lorraine, grand-père de Marie-Antoinette. Les princesses de Lorraine, arguant de leur parenté avec la nouvelle dauphine, ont obtenu de danser avant les duchesses, aux grandes dames du reste de la noblesse qui, suivant l'exemple des filles de Louis XV, murmurent déjà contre l'Autrichienne. Place Louis XV, actuellement place de la Concorde, où l'on fête le mariage princier, est tiré un magnifique feu d'artifice. Une fusée tombe sur les pièces d'artifice destinées au bouquet final, créant un incendie, puis une véritable panique, conduisant à la mort de plusieurs centaines de victimes, 131 selon les chiffres officiels, mais en réalité vraisemblablement autour de 400, bouleversés, le dauphin et la dauphine qui n'ont que 15 ans financent sur leur cassette personnelle, épargne, argent, une importante aide aux victimes et à leurs familles. La jeune fille, au physique agréable, est assez petite et ne possède pas encore la gorge, si appréciée en France. Elle est blonde, d'un blond assez soutenu tirant sur le roux, qui, sous la poudre, prend des reflets rosés. Ses yeux bleu pâle sont un peu trop saillants. Son visage, au vaste front bombé, considéré comme trop haut, offre un ovale très allongé. Le nez, qui promet d'être légèrement aquilin, offre peu de finesse. La jeune dauphine a néanmoins beaucoup de grâce et une légèreté presque dansante dans sa façon de se mouvoir. Archiduchesse d'Autriche, arrière-petite-nièce de Louis XIV, par sa grand-mère paternelle Élisabeth Charlotte d'Orléans duchesse de Lorraine et de Bar, objet vivant du renversement des alliances du roi Louis XV. Elle attire dès son arrivée l'hostilité d'une partie de la cour. De plus, la jeune dauphine a du mal à s'habituer à sa nouvelle vie, son esprit se plie mal à la complexité et à la rouerie de la vieille cour, au libertinage du roi Louis XV et de sa maîtresse la comtesse du Barry, Jeanne Bécu, dite aussi Mademoiselle de Vaubernier ou Mademoiselle Lange, devenue par mariage comtesse du Barry. Son mari l'aime, mais il l'évite. Partant très tôt pour chasser. Elle peine à s'habituer au cérémonial français, au manque d'intimité et subit péniblement l'étiquette, rigide mode d'emploi de la cour. Elle est manipulée par « Mesdames tantes », les filles du roi Louis XV, qui lui enseignent l'aversion pour la comtesse du Barry, ce qui agace Louis XV. Par ailleurs, Marie-Antoinette s'en fera bientôt une ennemie. Pendant les premiers temps, elle refuse de lui parler mais, forcée par Louis XV, et poussée par Marie-Thérèse sa mère, et le diplomate autrichien Florimond de Mercy-Argenteau, elle finit par adresser la parole à la comtesse avec ces quelques mots bien connus. Il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles. Marie-Antoinette ressortira humiliée de cet incident, surtout que mesdames tantes verront en son acte une haute trahison. De plus, Vienne tente de la manipuler par le biais de la volumineuse correspondance qu'entretient sa mère avec le comte de Mercy-Argenteau, ambassadeur d'Autriche à Paris. Ce dernier est le seul sur lequel elle puisse compter. Car le duc de Choiseul, celui qui avait permis le rapprochement de la France avec l'Autriche, est tombé en disgrâce moins d'un an après le mariage, victime d'un complot monté par Madame du Barry. Cette fameuse correspondance secrète de Mercy-Argenteau est une large source d'informations sur les détails de la vie de Marie-Antoinette depuis son mariage en 1770 jusqu'au décès de Marie-Thérèse Ier en 1780. Les documents originaux ne se contentent pas de nous introduire que dans son intimité, ils nous révèlent aussi comment Marie-Antoinette, dépourvue d'expérience et dénuée de culture politique, fut manipulée par sa famille autrichienne à laquelle elle demeura toujours attachée. Elle se fait une amie en la personne de Rosalie de Beauchamp, présentée à la cour par Honoré III, prince de Monaco et le comte d'Angivillers. Mademoiselle de Beauchamp devint la lectrice de la future reine.